Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue sur un nouvel épisode de Paroles Véritables. Album review. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. À l'un des albums, si ce n'est l'un des albums les plus plébiscités dans le rap. Qui met d'accord tout le monde. Les grands, les petits, les grands, les maigres, les gros, les chauves, les rastas, tout ce que tu veux. Tout le monde valide cet album. Paroles Véritables. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, tout va s'afficher. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'habitude, on est accompagné. Parce que moi, je suis accompagné de lui, mais lui est accompagné de moi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. M'amène le beau Garneau à ma droite, a.k.a. Arnaud Automatique. Envoie la rafale. Voilà. a.k.a. Nintendo. a.k.a. Arnaud, no. Ça, c'est celui-là, c'est le mien, celui-là. Et à ma droite, on a un invité spécial aujourd'hui. Le Stack Bundle français. M'amène Richie Wayne. Si, le frérot. Ça fait plaisir d'être parmi vous. En plus, on attaque un bête d'album, donc exact. Ça va être intéressant aujourd'hui. Yes. Alors, pour la petite anecdote, on avait déjà fait cet album review, le Bougarno et moi. Mais non, on pouvait pas. Quand on l'a fait, on s'est dit, mais non, on peut pas la faire sans le frérot Richie Wayne. Richie Wayne, sachant que cet album-là, il le connaît mieux que nous tous réunis. Là. Et mieux que vous tous même. Mais en même temps, on t'a pas présenté toi-même. Non, moi vous connaissez non, DJ Flexstar. DJ Flexstar, a.k.a. DJ de fuck Flexstar, a.k.a. Flexstar de motherfucking DJ, a.k.a. Flexstar Balls, a.k.a. Flextazar, a.k.a. Flextozor. Yeah, c'est ça mon move. C'est ça les bails. Paroles véritables. Yep. Ok. Bon, maintenant que les présentations sont faites, attaquons-nous à ce projet. Donc, Tupac pour la Zone Mi qui sort en 96. Allez voir notre podcast qu'on a fait sur l'année 1996. Est-ce la meilleure année du hip-hop? Il va s'afficher là, plus haut, vous verrez. Cet album-là, il y a tellement de choses à dire, je ne sais même pas par où commencer. Tu sais quoi, je vais donner la parole à notre invité parce que je sais que ça, c'est son album. L'un de ses albums. Voilà, c'est un de nos albums favoris. Mais pour la petite histoire, on va commencer par le commencement. Moi, j'ai découvert cet album par hasard sur MTV. J'avais vu le clip de California Love. Je me suis dit, pris une claque monumentale. Il y en a deux. C'est lequel? Moi, j'ai vu le premier, l'original, tu vois, parce que le deuxième, là, c'est dans la maison. Ouais, j'ai vu avec Chris Tucker, voilà, Mad Max en mode avec Chris Tucker et tout. Et après, je suis tombé dessus sur Hit Machine. C'est là que je me suis dit, ah ouais, la mayonnaise, elle a dû prendre. Ouais. Parce que le clip passe sur Hit Machine comme ça. Ouais, Hit Machine, c'était sérieux à l'époque. Grave. Mais j'avais pas encore écouté le projet. Et le projet, moi, je l'ai écouté quelques temps après sa mort. Parce que je me rappelle encore quand il est décédé. J'étais sorti dehors parce que j'étais encore jeune. Je devais avoir peut-être 13-14 ans. Et les anciens, ils étaient tous tristes. Je comprenais pas. Ils me disent Tupac, il est mort. Il s'est fait tuer, etc. Et quand je suis rentré, j'ai vu les infos. Ils disaient, oui, un rappeur s'est fait tirer dessus, etc. Exactement. Et c'est là que je me suis dit, ah merde. Et après, je crois qu'il y avait un pote à moi à l'école qui l'avait, il me l'a prêté. Et après... Tu l'as jamais rendu? Jamais rendu, hein. Jamais rendu. Tu connais l'histoire, j'ai jamais rendu. Ah ouais, on l'a décortiqué dans tous les sens. Ouais, cool. Toi, Arnaud? Moi, j'ai découvert des années après. Moi, quand j'ai 7 ans, moi, j'étais plus dans Fuji The Score, tout ça. Ouais, c'est plus l'album de 96 qui t'avait... Nas, Fugees, Redman, j'étais plus vraiment à New York, moi, dans le rap que j'écoutais. Et non, Tupac que j'ai découvert après, je sais plus quand exactement, mais moi j'ai pas découvert par les clips, c'est vraiment le CD que j'ai écouté. Okay. Les Ambition as a Rider, tous ces sons là, I Got My Mind Made Up, tous ces... mais le son des sons, c'était, comment ça s'appelle? Tour of American Most Wanted. Ce son-là, c'est plus par ce son-là en fait que je suis arrivé à l'album. Ouais, c'est ce son-là qui m'a amené à l'album. J'ai revu un making of la dernière fois là-dessus. C'était un vrai truc que les mecs voulaient faire. Mais alors moi je l'ai vraiment découvert quand il est sorti. Quand il est sorti, pareil, je dois avoir j'avais 12 piges. J'avais mes grands frères qui étaient dans le rap et tout. Du coup, moi, j'ai toujours eu les albums très tôt, etc. Il y avait DJ Neuf, DJ Unsi, mon grand frère, etc.
qui se diguait, qui s'échangeait les albums et tout. Du coup, il y avait toujours du son. Et en fait, Tupac, on kiffait déjà. Moi, je me souviens, l'un des premiers clips que je me souviens de Tupac, c'était pas Keep You Right Up. Ah, bref. C'est quel clip? Il est comment? Le clip, il est comment? Le clip, il est torse nu avec la casquette là. Ah non, c'est pas Keep Your Head Up. Non, c'est pas Keep Your Head Up, c'est. Ah mince, bref. Ça reviendra. Ça me reviendra. Donc Tupac on connaissait, c'était un artiste on était familier avec lui, on kiffait déjà sa musique et tout et tout. Dear Mama il tournait en boucle. Big Up à Maman Junior, il avait câble, du coup on allait squatter chez lui quand on regardait les épisodes de Martin et tout. Dear Mama il tournait en boucle. Temptations. Parce que moi il faut savoir que moi Tupac, là où vraiment j'ai appris à l'aimer, à l'apprécier et tout, donc t'as Strictly For My Niggas et Tupac a Listener, et moi c'est vraiment celui-là, cet album là. Juste avant. Me Against the World, c'est vraiment mon album de Tupac préféré. Mais du coup, Tupac il arrive, tout de suite on écoute. Très tôt on a l'album et tout de suite on écoute. Et effectivement, tu prends une gifle parce que des hits sur hits, sur hits, sur hits, sur hits. Tellement il y a des hits. Le premier single on te fait 2 clips. C'est clair. Non mais c'est un truc de ouf. C'est vrai. C'est un truc de ouf. On n'a jamais vu ça. Tu vois, parce qu'à l'époque il y avait le truc de remix et tout. Là c'est pas remix, c'est le même son. Ouais. Même si il est différent et tout, c'est une deuxième version du son, mais 2 clips et les premiers clips, $1 million. $1 million, ouais. Exactement. Ça, c'est important de le dire parce que les figurants, les machins et tout, il y a plein d'images de making of, c'est un truc de ouf. Du coup, on écoute l'album et tout de suite on est séduit. En plus, ça sort en été. C'est clair. Ouais. Ça sort en été. Donc l'album sort en février, mais les sons vraiment les Californiens quand je te dis ça sort en été, ça sort avant l'été pour que tout l'été on puisse entendre ça. En fait, quand tu grandis, quand tu entends ça tout l'été, l'album ça il fait partie de ton enfance. Ça fait partie de la BO de ta vie. En plus, je me rappelle, je crois que quand ils ont sorti le clip de California Love, bah moi j'avais la chance d'avoir aussi le câble. Ils avaient montré juste après le making of. Le making of. Il y avait le making of, tu voyais comment ils ont fait le clip, etc. Et ça c'était très intéressant. C'est pour ça que le MTV était grave avancé par rapport à ça. Ah non mais envoyer un clip, le making of juste derrière, comme ça tu rentres bien dans l'atmosphère du clip et tout. Tu comprends certaines choses, tu te dis ah ouais. Tu MTV, dis non c'est sérieux. MCM, même M6 à l'époque il passait ouais, des mais c'est tard. M6 c'était vraiment une chaîne de la musique. Le Best of Go le vendredi soir, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une chaîne de la musique M6. Tout à fait. Mais après il y a tellement de choses à dire sur cet album dans le sens où déjà comment c'est pour moi comme je dis souvent j'ai une relation contraire avec cet album parce que c'est le début et la fin de Tupac aussi. C'est le début de la fin, c'est le commencement de la fin on va dire. Voilà, c'est ça la bonne expression consacrée. Parce que autant c'est son album qui a le plus de succès, un double album, hein. Premier double album de l'histoire du rap. Mais autant c'est sa fin parce que bon cet album là il signe sa fin avec la fin qu'on connaît tous, etc. On va pas revenir là-dessus, c'est trop long. Mais le délire c'est que cet album là il le signe chez Death Row Records. Et on connaît l'histoire de comment il signe chez Death Row, etc. Ouais, l'histoire quand il est en prison, que personne ne veut le faire sortir, sachant qu'il y a eu des collectes, etc. Les gars qui étaient censés, ces gars qui étaient censés mettre de l'argent, personne n'a voulu mettre d'argent. Shougnet qui s'est présenté. Bah déjà la caution, déjà elle est à $1 million. $1 million 4, c'est important. Ouais, c'est important de $1 million 4. Faut savoir que Shoug, il a voulu signer Pac avant qu'il aille en prison. Pac il avait toujours poliment refusé. Là, vu qu'il a été entre 4 murs, il voulait à tout prix sortir. Et Shoug, il le savait, donc il est venu plusieurs fois le voir pour lui parler de la proposition. Et il faut savoir que c'est pas Shoug qui a payé, c'est la maison de disques. Mais ce qu'il faut dans cette histoire, c'est que la maison de disques, si elle aurait vraiment voulu faire sortir Pac, elle n'avait qu'à payer. Mais c'est Shoug qui a mis la pression à Jimmy Iovine pour qu'il sorte les sous, pour qu'il sorte Pac. Sachant que lui-même, c'est Snoop qui a insisté pour qu'il le signe chez Death Row. Alors c'est Snoop, parce que Snoop, bon de toute façon, Snoop c'est le rap. Snoop, c'est lui qui a ramené chez Death Row. Mais attention, justement, on a eu des informations. Il y a une interview assez récente qui explique. C'est un truc de ouf. Qu'en réalité, techniquement, Tupac, il a jamais été signé chez Death Row. Parce qu'en fait, il était signé chez Interscope. Et Interscope, c'est la maison mère de Death Row. Voilà. Quoi qu'il arrive,
eux, Tupac, pour les choses pour lesquelles il avait été en prison, c'était compliqué de le faire sortir, tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait une collecte et tout. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas voulu donner parce que une histoire de viol, on ne veut pas donner de toute façon, d'argent, Interscope, etc., par rapport à tous les problèmes judiciaires de Pac, ils en avaient marre de l'artiste. Ils en avaient Ah, marre. c'est clair, une tête brûlée et tout. Voilà, ils en avaient marre de... Et Tupac, il était un petit peu blackball dans le game, ou dans le sens où, vas-y frère, toujours des histoires, toujours des salades et tout. En plus, viol et tout, c'est-à-dire que les mecs, ils voulaient pas le truc. Maintenant, quand Death Row, ils ont voulu le signer, Interscope, ça les a arrangés. Ils ont dit, écoute, vous avez une mauvaise image de toute façon, nous, on va donner le genre, parce qu'on sait que c'est... Parce qu'attention, les James Derulo, c'est un succès de ouf. Tout à fait. Donc les mecs, ils veulent continuer à faire de l'argent avec lui, mais ils se sont dit, nous, on va pas se mouiller, on va envoyer Death Row. Genre, ils signent chez Death Row, à aucun moment t'entends Death Row, Interscope, ou je sais pas quoi, mais en réalité, contractuellement, pour pouvoir signer Death Row, chez Death Row, il aurait dû rompre son contrat chez Interscope. Et ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, techniquement, il est toujours chez Interscope. Maintenant, lui, peut-être qu'il pense que c'est le contraire et tout. Bon, maintenant, il est 30 ans plus tard, alors presque 30 ans plus tard, donc maintenant on sait. Mais donc, il est pas signé. Quand ils font une collecte, Jada Pinkett Smith, elle va faire une collecte auprès de tous les artistes et tout, les entertainers et tout. Il y a plein de gens qui donnent de l'argent. Il y en a plein qui donnent pas d'argent, notamment le Bad Boy. Bad Boy. Et lui, Biggie, à la base, c'était son gars. Biggie, c'était son petit. Ouais, c'était son petit. Et déjà que Biggie était accusé de swagger jacking et tout, genre il a pris mon concept et tout. C'est Tupac qui lui a dit ouais, rap sur les meufs et tout, rap pas sur les rap pas pour les mecs. Ok, pour la rue. Rap pour les meufs. Attends. Ok. On va approcher un petit peu. Ok. Sinon on voit pas bien. Ça marche. Ta caméra. Il lui avait dit ouais, rap pour les meufs et tout. Et c'est là qu'il a changé toute son approche et tout, qu'il a fait des morceaux un petit peu plus féminins, qu'il est devenu un petit peu porté sur la chose et tout, qui a fait en partie son succès. Ouais. Il est en prison, Tupac qui voit ça, il dit attends, les mecs ils ont pris mon style et tout, en plus ils donnent pas d'argent, ça y est, là c'est la guerre. Bouchotia aussi, n'oublions pas Bouchotia qui est sorti après, aussi. Bon. Ah, il était en prison quand c'est sorti? Ouais, c'est sorti, il était en prison. Comme Tupac il était assez virulent, les mecs ils ont sorti, ils ont répondu Bouchotia, etc. Alors qu'à la base, Bouchotia c'était pas pour lui, mais ils ont joué sur l'ambiguïté. À la base déjà, quand il a fait le morceau Biggie, il n'y avait pas de titre. Et c'est Puff Daddy qui a eu l'idée de l'appeler comme ça. Je pense qu'il a voulu surfer sur le buzz, à se dire, bon, Tupac, il nous accuse, il est en prison. Il a dit, ça va peut-être nous faire du buzz. Mais au final, ça s'est retourné contre eux, parce que Pac, il s'est dit, bah, c'est confirmé, c'était bien lui qui avait commandité mon attaque au Code Studio. Et c'est que, voilà, c'est le début des emmerdes, comme on dit. Sachant qu'en plus, Bouchotia, il dit dans le morceau, si vous regardez les lyrics, il dit Bouchotia dès le début. Who shot ya? Il le dit qu'une fois. Il le dit qu'une fois dans tout le morceau. Voilà. Et P. Diddy, il a surfé là-dessus. Il a dit voilà, on va faire du buzz. Voilà. Là, si on l'appelle comme ça, les gens ils feront la corrélation, on va faire du buzz. Même si c'est pas ça. C'était en 96, ils avaient déjà l'idée dans sa tête que ça ferait parler. Ah, mais les mecs sont machiavéliques. Ils savent comment faire bouger les foules. Exactement, de toute façon, lui, c'est un chef de label, il sait comment ça fonctionne, il sait comment faire en sorte qu'on parle, que ça parle dans la rue, etc. Déjà. Après, t'as la une de Source Magazine, East Coast contre West Coast, etc. Avec qui a attisé le truc. Donc, en tout cas, Tupac, il sort. Dès qu'il sort, tout le monde, tout Death Row est en ordre de guerre. C'est-à-dire que Death Row, il avait déjà des albums de prévus. Les Dual Fresh qui devaient sortir, mais qui a été postponé pour Snoop. Il devait sortir là. Définitivement. Parce qu'il devait sortir. Mais les Diofred finalement elle n'est jamais sortie. Ouais, parce qu'elle n'est jamais sortie. Eux, à l'époque, ils pensaient que postponé pour sortir Snoop. Snoop succès, il y en a. Après, MC Hammer, il signe en 95. On pense qu'il va faire l'album tout de suite parce que MC Hammer, c'est un truc de ouf. Non, tout pas qu'il a signé. Un voyou en plus. Tout le monde stop. Show qui dit à tout le monde, on arrête tous les projets de tout le monde. Là, tout le monde est sur l'album de Tupac. Et quand il sort, il va faire ses courses chez tout le monde. C'est ça. De toute façon, c'était la politique. Quand quelqu'un sort un album, toutes les personnes qui travaillent sur des projets doivent donner toute leur force à l'artiste qui est prioritaire. C'est-à-dire que s'il y a des beats, s'il y a des morceaux qui ne sont pas terminés, l'artiste il a le droit de tout récupérer en fait. Et c'est comme ça plus ou moins que Tupac il a fait ses courses. C'est une bonne stratégie. C'est clair, ça fait des bons morceaux. De toute façon, on va revenir dessus après, mais en tout cas, ça a donné de très bons morceaux par rapport à ça. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ton tier C. Si tu dois me donner un tier C. C'est difficile. Tier C+. Tier C+, c'est-à-dire que tu peux même donner, 4-5. Dire, moi, comme je dis, de toute façon, cet album-là, quand il est sorti, encore mieux, je l'ai sous la main.
j'étais beaucoup bloqué au premier CD. J'avais du mal à aller sur le deuxième. Mais au fur et à mesure des années, quand le premier commençait à Comme le Bougarno. il a commencé à être rayé, Pareil. on est parti dans le deuxième. Mais c'est vrai que l'album, dès qu'il commence, il commence vraiment très fort. Vraiment très fort. Donc moi, mes sons préférés, il y a le son avec Outlaws, When We Ride. Je l'avais dit, il est incroyable. Incroyable. Et en plus de ça, c'est les seuls morceaux où tout Outlaws ils sont au complet. Il y a le son... Comment s'appelle le son? When We Ride. Il y a un deuxième son aussi, ils sont presque au complet. Ouais, mais là, ils sont complets. C'est la seule fois. C'est le seul morceau. De toute façon, ils étaient tous au complet. Hein. Après, il y a aussi le morceau que j'oublie souvent de le citer, c'est Life Goes On. Déjà, le titre parle de lui-même. Hein. Il y a le son avec le hit de l'album, hein. Two of America's Most Wanted. Après, il y a aussi Scandalous. Il y a Ambuzo, Azorida. Le premier morceau qu'il a enregistré à sa sortie. Dès qu'il est sorti, le jour où il est sorti, Oui, il a en enregistré. fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il sort, il va au studio pour commencer à enregistrer l'enregistrement. Comment dire? Il commence à enregistrer l'album. On lui donne sa chaîne Defro. Il rentre en cabine, Ambition as a Rider. Tout direct. Parce que je sais que le premier jour, il a fait 3 morceaux. Il a fait Ambition as a Rider, Scandalous. Et je crois qu'il a fait, à ma connaissance, si je dis pas, si je m'en rappelle bien. Je m'en rappelle même plus. Mais je sais qu'il a fait 3 morceaux en tout cas. Ça me reviendra le 3e. Mais en tout cas, il était déterminé. Hein. Ah non, déterminé. Son album fait en 14 jours. Ouais. Non mais attends. C'est sérieux? Un double album. En 14 fait jours. En 14 jours. Et puis il a mis des règles. Hein. Les mecs qui venaient One shot. en one shot. Vous n'avez pas le droit de réécrire, repartir, revenir. Le seul qui a fait, C'est Snoop. voilà. Parce que Snoop, il leur a fait comprendre que il aimait bien écrire chez lui, il aimait pas directement écrire au studio et poser tout de suite. Donc il l'a laissé pouvoir rentrer. Mais le lendemain, il est venu poser en one shot. De toute façon, le boss du label, en tant qu'artiste, c'était Snoop. Hein. C'est-à-dire que l'artiste. Voilà, de toute façon, c'était le. Ouais. Mais faut savoir que si tu faisais pas un one shot, t'étais mis de côté. Hein. T'es blacklisté, hein. Tu posais plus t'avais plus de chance de poser sur l'album. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'était même pas par principe, c'est juste qu'on n'a pas le temps, on est déjà passé au morceau d'après en fait. Exactement. Donc si t'es pas là, t'es pas là, cousin, nous on avance. Et comme il le disait, faut être prêt. C'est-à-dire que tu es capable, t'es rappeur, si t'es un artiste, t'es capable de pouvoir faire ton couplet en one shot. Et il a raison. Ouais, il a raison. Techniquement, il a raison. Hein. Voilà, et voilà comment l'album il s'est fait comme ça, dans cette dynamique-là. Ils venaient, ils écrivaient, ils posaient, ça mixait en même temps, ça enchaînait les beats, c'était du travail à la chaîne. Ouais. Parce que c'était quoi, des 3 morceaux par jour, 4 morceaux par jour. Exactement. Et un double album. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Mais je pense que son séjour en prison, je pense que ça l'a grave donné aussi beaucoup d'inspiration. Je pense qu'aussi il a dû beaucoup écrire aussi là-bas. Ouais. Donc il avait fait combien? Il avait fait 10 mois, je crois, en prison. 9 ou 10 mois. Ouais. Donc, moins d'un an, il est fait moins d'un an. 9-10 mois. Donc, mais suffisamment pour te rendre ouf. Voilà, il était déterminé. Hein. Il était chaud, grave chaud. Non, c'est clair. Ah bon, à ton tour hein, de nous donner ton tiercé. Moi en fait, tiercé quinté plus. Faut pas citer tout le CD. Hein. En fait, non, pas tout le CD, mais franchement. All About You. Ah, c'est Toi, vrai. t'es dedans. Oh, Toi, t'es le dedans. Nat Dogg en plus. Il y a Snoop aussi dedans. Il y a Snoop. Hein. Il y a Snoop On qui oublie, parle. hein. Snoop Voilà qui parle. Le thème, il est marrant, tout Il y a ça. Nat Dogg. Mais le morceau, la prod. Ah, En fait, c'était vraiment dans la lignée de la G-Funk, des albums de Dr. Dre, de Snoop. C'est Johnny G à la prod. Hein. Je sais voilà. plus. Si, c'est Je lui. sais plus. Il a fait 11 titres et je sais que Robert Lucius, c'est lui. Ouais, Johnny G, Ouais. c'est lui, c'est Johnny G, mais celui-ci. Le truc, c'est que bon, les dogs Il a ont même faim. pas été payé, le pauvre. Ah, mais après, c'est des faux, c'était des. Bon, Il paye pas les gens. Voilà, ouais, voilà. Non, le truc, c'est que. Ce morceau-là, il est tellement entraînant, tellement l'été. C'est vrai, ça donne envie Nate Dogg au de refrain. chill. Avec Nate Dogg, de toute façon, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Même tu prends Garou, tu lui mets un Nate Dogg au refrain, c'est un morceau de ouf, tu vois ce que je veux dire? Ouais, même le clip, il est marrant. Voilà. Non, c'est. Bon, c'était très misogyne et tout. Bah, les féministes ne tombaient pas dessus. Mais donc, ce morceau-là, Got My Mind Made Up. Ça, c'est mon son de ouf. Histoire de cingler ce morceau. Ouais. Normalement, le couplet de Pac, c'était même pas pour lui, c'était pour l'album de Dog Pound.
Ouais, Ah bon exact. Ah oui. Le couplet que Pac il pose sur le morceau là, c'est le couplet normalement de Lady of Rage. Ouais, et Lady of Rage, elle était pas Elle a faite dit pour bon vas-y, pour le bien du label, pour le bien du truc, j'enlève ce couplet là et je pourrais le réutiliser pour autre chose. Et Pac il a insisté pour qu'on enlève le couplet d'un invité mystère. ça. L'invité mystère en question c'est qui? C'est Inspecta Deck. Inspecta Deck était tellement chaud sur le morceau qu'il a dit non, moi je peux pas, non, faut l'enlever. Lui il voulait absolument Method Man pour montrer à la East Coast que Ouais, voilà, Attends, vos gars, attends, tu veux dire que Tupac, il a dit... Trop, c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. ah non, il pouvait pas C'est accepter. ça, grande Il humiliation. pouvait pas accepter, il pouvait pas De accepter. toute façon, par rapport à ce morceau, déjà, faut savoir que Pac, il était parti chez Dre pour piocher quelques prods et qu'il était tombé sur cette prod-là. Il l'a ramené au studio. Il y avait Daz qui était là, donc ils écoutaient les prods. Et il a dit, ouais, Dr. Dre m'a donné un CD. Et ils entendent la prod. Et c'est là que Daz il dit, mais c'est mon instru, c'est ma prod. Il dit, mais je l'ai pris chez Dre. Et entre guillemets, c'est à partir de là, plus ou moins, que ça a commencé le semi-clash, parce qu'il se dit qu'il se permet de prendre des prods d'autres artistes et de se créditer. Donc c'est vrai que ça arrivait souvent, même sur Chronique, apparemment, Daz il a fait des prods qui n'a pas été crédité. Et donc Tupac il a pas du tout aimé ça. Et c'est vrai que c'était un son qui devait être sur l'album de Dog Pound, et qu'ils ont mis de côté. Et dans le morceau original, il y avait Method Man, il y avait Redman, il y avait Inspecta Deck, et il y avait le couplet de Lady of Rage. Donc, et puis Tupac, lui, il était heureux d'avoir tombé sur ce trésor-là. Et comme tu l'as si bien dit, voilà, il a retiré le couplet d'Inspecta Deck. Apparemment, la petite histoire, c'est que Inspecta Deck l'a envoyé. Ah, Il l'a envoyé. Il a envoyé un de ses feux. Tupac il voulait pas Et sortir Tupac- ce feu là. Un spectateur, c'est les mecs, faut pas les inviter. Ah Quand ouais, ils viennent, toi, tu l'invites cordialement. Et là, il vient il l'a avec dit le couteau. dans une interview en plus. Il a dit apparemment le couplet, il était vraiment puissant très chaud. et pas qu'il a préféré le retirer. Très chaud. Ah, comme tu dis. Qu'est-ce que je disais Ein Maracha. Ein Maracha, c'est mon troisième. Très Ein beau clip, Maracha, en plus. c'est pour moi, c'est Très, le très beau clip. morceau, tout. Il est même triste et tout et tout. Le clip prémonitoire. Hein, pour ça. Exactement. Prémonitoire. Hein. Tout à fait. Avec l'acteur, là j'ai oublié son nom. Déjà dans ce clip là on voit que bon, Tupac c'est un acteur hein, à la base. C'est un acteur, au-delà d'être un rappeur, c'est un acteur, donc il joue très bien la comédie et tout. Franchement t'y crois au fait de clip. Et en plus c'est un clip qu'on a vu après, quand il était déjà mort. Exactement. Du coup ça Ouais, nous ça, t'y rendait crois. encore En plus plus, triste et tout. Après il y a... j'ai... Two American Most Wanted. Parce qu'avec Snoop, la combinaison et tout, c'est vraiment Les deux grosses stars du vraiment label. un morceau de ouf. Et Daz à la prod encore. Daz, à la Daz. prod, toujours. De toute façon, Daz. Celui qui a fait les plus Oui, gros c'est bangers Cet de album là, l'album, hein. Daz. Daz, il a vraiment contribué. Hein. Ah Il a oui. fait 5 titres. Il a fait 5 titres, mais cinq pas très n'importe gros- quel titre. 5 très gros titres. Pas n'importe quel titre. Que des anthèmes. Il a Et, envoyé Ambition as a Rider. Il a envoyé Two of American Most Wanted. Il a envoyé quoi d'autre? Il a envoyé Scandalous. Scandalous. Il a envoyé Iron Madacha Voilà. God My Man, et Made Up. God My Man Made Up. C'est sérieux. Et dernier, Can't See Me. Voilà. Can't C'est vrai, See c'est vrai, Can't See Me. Non, c'est vraiment le truc, le délire de. Et en plus, dans la Can't West See Coast. Me, il y a une version avec Dog Pound. Il y a une version avec Dog Pound, Ok. mais qui est jamais sortie. Ok. Et Tupac, il a reposé dessus et il l'a fait à sa sauce. À la base, elle existe avec Dog Pound dessus. Dog Pound, ils avaient beaucoup de. Comme je disais, voilà. Quand il y a un artiste qui sort, il fait son petit shopping. Il y a des démos que les artistes ne se servent pas. Et lui, il a repris Ah, lui, les il morceaux. prenait tout, il prenait tout. Il les a remis au goût du jour. Hein. Toi, le Bougardo. Moi, mes sons. Ton tiercé, tiercé. quinté plus. Non, faut quinter. Faut quinter parce que c'est un double album. Pour moi, Ouais. 5. Ambition as a Rider, déjà, c'est incroyable. C'est C'est incroyable. Ça a été repris, hein. Ah oui, Ça a été repris par beaucoup de monde. Cameron, Cameron, il a Killer. repris Leave Me Alone. référence. Featuring Daz en With plus. Me. Daz, il a En featuring plus. sur le son. Moi comme Richie, hein, c'est le CD1 moi qui m'a plus impacté. Hein. Et c'est quand le CD1 a commencé à être rayé, et là on est passé sur le CD2. Je pense que c'est tout le monde pareil. Hein. Ah non, moi c'était CD1. Et non. Ambition as a Rider, Tour of America's Most Wanted déjà obligatoire. Trading War Story. Trading War Avec Story. C'est vrai. C'est un de mes gars au taf qui m'a dit
Moi, je sais que tu connais cet album, je sais que t'aimes bien cet album et tout, mais ce son-là, il te ressemble. C'est un son t'aimes bien, toi, quand il y a tout le monde, quand il y a avec des l'ambiance. voyous. Tout. Et vraiment, pas question de. En fait, c'est pas question de voyous, c'est question qu'en fait, il y a des flows différents. Et voilà, près d'une War Story, Ah ouais, ils sont. toute la Voilà, BRIA, tu vois, ouais, bien ça. ils sont tous ensemble. Ça. Regarde, moi-même, Made Up déjà, il y a mon gars Redman dessus, c'est obligé. Ah, Je suis obligé de. et Method Man. Method Man aussi, il est là. Qui n'ont jamais été Incroyable. payés pour leur couplet. Ah ouais, Death Row, il paye ils ont pas pas été payés. Death Row, il paye pas les gens, les gars. J'ai jamais été payé. Hein. Incroyable. Death Row, il paye pas les gens. Ah, moi, ils étaient surpris d'être sur l'album. Personne n'était au courant en fait. C'est une surprise. Effet de surprise. Là, j'en ai envoyé 4 là. Si je prends un 5ème. I Made That Shine. C'est vrai que c'est. Sachant que même la mélodie aussi, elle a été reprise. Exactement. Non, même pas. Même pas. Olazomi. Johnny G. Voilà. Olazomi, frère. Olazomi, qui a été repris. La même année qui a été repris par Nas sur son album. Exactement. Sweet Dreams. Sweet Dreams, c'est le même son. Ouais, C'est le même Même son. son. Et la même année. La même Coïncidence. année. Dans l'album It Was Written. Voilà le deuxième. Ouais. Et en plus, quand Tupac il est sorti de prison le deuxième ou troisième jour, Ouais. il a appelé Johnny G, parce que Johnny G c'est son gars. Mhm. Il lui dit, il l'appelle et dit c'est Tupac. Il dit mais non c'est pas Tupac il est encore en prison. Il dit mais non je suis sorti, je suis au studio et tout, passe me voir, faut qu'on bosse ensemble, faut que tu me ramènes des prods et tout. Et il vient le voir au studio. Et le premier son qu'il pose sur une prod de Johnny G, c'est celui-là, All Eyes on Me. Ouais. Et il le met, et direct, dans la minute, il pose, Ouais. rapide, Mais lui, de toute façon, voilà. Dynamique. tous les sons qu'il a posés pour cet album, il les a posés en une prise. Ouais. Rapide. Il a pas le Lui, Il il a voulait pas le pas, temps. parce qu'il voulait se défaire de son contrat avec Defro. Il avait signé Il pour voulait absolument. Pour l'histoire, il a signé Ah, tout le pour monde 3 dit- albums. Il y en a qui disent que pas forcément. Hein. Ah ouais Pas forcément, parce que il y en a qui disent qu'il est. En fait, il voulait faire d'autres trucs, mais il voulait pas forcément se défaire de son label, Bah- de son deux label. Après, le truc, regardez, Lui, en fait, il il était pas signé chez Death Row. En Ouais, fait, mais Techniquement, il était pas il signé devait chez Death Row. s'acquitter de sa dette. mais en fait, Mais auprès d'Interscope, c'est là que le deal il est bizarre. Mm. C'est là que le deal il est bizarre, on sait pas Parce qu'en trop plus, quoi en vérité. Il avait des projets après ça. All Eyes on Me, c'était vraiment pour la sortie et tout. Il fallait qu'il envoie cet album-là. Mais l'album d'après, normalement, ça devait être Me Against the World 2. exactement. Et après ça, il a envoyé Don Illuminati, mais bon, il était mort déjà. Mais déjà, déjà, quand il a fait All Eyes on Me, il a eu l'idée de double album Ouais. pour comptabiliser en 2 albums. Déjà, c'était Ouais. déjà fait. C'est-à-dire qu'il restait encore un album. Lui, dans l'immédiat, bon, c'est pas on va pas trop en parler, mais c'est l'album Machiavelli qui était le 3ème. Mais Tupac, il faut savoir que quand il a fait All Eyes on Me, il a fait comprendre à Suge Knight. Il l'a dit aussi dans certaines interviews qu'il voulait quitter Defro parce qu'il voulait ouvrir son label, signer ses artistes parce qu'il avait aussi Outlaws. Et c'est là que Suge Knight qui lui dit écoute, nous on a déboursé beaucoup d'argent pour toi. Certes, ton album il a été numéro 1, mais on n'a pas rentabilisé. Ouais. Entre les séances studio, entre ta caution. Donc ce million- qu'on va Un faire. million Voilà. de dollars. bien Donc il sûr. a dit maintenant on va trouver une solution. Tu vas ouvrir ton label qui va s'appeler Defro East. Tu vas signer tes artistes. Et comme ça, tu pourras faire tes projets à côté tout en restant avec nous encore. Ouais. Et c'est pour ça qu'après la sortie de l'album, il faisait beaucoup de voyages à New York, d'interviews, vous pouvez trouver sur YouTube, où il parle de ce futur label-là. Et pour la petite histoire, il voulait signer Trish dessus, Greg Mack. Craig Mack, c'était la Voilà. première signature. Mais sachant que Craig Mack, c'est l'artiste de Bad Boy qui a envoyé le premier single officiel de Bad Boy Records. Flavor Flavor in the Air. Exactement. Bien sûr. Ah, mais Gros remix aussi. là, on le dit comme ça là, mais c'est un truc de ouf en vérité. Ouais. Là, il signe le premier artiste content hein, Ouais. de son Son ennemi, rival, bien sûr. de l'ennemi de l'ennemi juré. de ses ennemis. Parce Ouais. qu'en fait, la base de l'embrouille, c'est Shug et Puff déjà. Mhm. Ils étaient potes et ils s'embrouillaient pour une histoire de tu me fais payer alors que je suis ton pote. Enfin bref. Et c'était Eric B de Eric B and Rakim qui devait gérer le label. Et justement, c'est Ouais, et Eric B c'est qui vrai, lui a ouais, dit. aussi. Il lui a dit, mes frères, vrai. nous, on veut faire C'est vrai. Defro East, t'insultes toute la East Coast. Si t'as un problème avec des gens, nomme Dis-les les noms. gens, Ouais. nomme les gens et vas-y, fin. Voilà. Comme ça, on Et, est tranquille. Comme ça, on est Comme ça, tranquille. on peut faire notre business tranquillement. Exactement. Et c'est pour ça que fuck Mobb Deep, fuck Bad Boy and stuff. Mais il a vu beaucoup d'artistes de New York. Hein. Il y a aussi, bien sûr. par rapport à une cérémonie, il a croisé Nas, ils se sont parlé, et il lui a dit, tu vas écouter des choses, tu vas entendre des choses par rapport à ce que je vais dire sur toi. Et Nas, il lui a dit aussi la même chose, mais ils se sont checkés, ils ont dit, il n'y a pas de souci, autre. Alors que
Nas, il était venu avec une grosse équipe. Tupac, il était à New York. L'équipe à Nas était en surnombre. Mais ils ont pu échanger et faire part de tout ça. Bah, ça aurait pu finir. Voilà, ça aurait pu mettre tout le monde. Ouais, exactement. Ils étaient plus d'une centaine. Bah, c'était chez eux de toute façon. Mais ils se sont vus, ils se sont expliqués. Et pareil, je pense qu'il parlait déjà des morceaux qu'il avait déjà enregistrés, où il pouvait insulter Nas plus ou moins. Et après, bon, de toute façon, après il y a Mobb Deep qui a répondu aussi à Pac dans la même année, mais malheureusement il était déjà décédé. Le morceau est sorti. Ok, bah solide ton. Ça y est, t'as dit 5 sons là. Ouais, moi c'est bon. Quinté plus, j'ai envoyé. Très Enfin, très quinté. solide. Très Le solide. plus, j'ai pas envoyé le plus. Très solide de toute manière. De toute façon, ça fait partie des albums classiques où peu importe les sons que tu donnes, ah bon, parce que c'est des albums de ouf, etc. Mais parlons de la pochette un petit peu. Parce que la pochette, elle est vraiment particulière. C'est clairement du Tupac. Et moi, pour moi, il y a limite que Tupac qui est capable de faire une pochette comme ça et de s'en sortir. Parce que déjà, bon, la pose tient le signe West Coast. Ouais. Quel logo d'Efro. Pour dire qu'il est, voilà, il a filé. Avec ses tatouages. C'était vraiment le Tupac. Tatouage. Il est pas torse nu, mais presque. Bon, il a son débardeur bizarre en cuir là. Bon, heureusement que c'est Tupac, parce que si ça avait été un autre, On aurait dit non. On aurait dit. Ça fait penser à un gilet pare-balles, tu vois, de toute façon. En cuir comme ça, Ouais, ça fait penser à autre chose. Hein. Non, mais Tupac, il faut dire que c'est un sex symbole. Il a su très tôt se servir de son image. Exactement. C'est quelqu'un qui posait aussi pour le Calcani, il faisait des films. Donc, quand on voit Tupac faire une pochette comme ça choque personne. Parce que c'est quelqu'un qui poussait toujours la chose un peu plus loin que les autres. C'est vrai, c'est quoi? C'est exactement ce que j'avais vu la dernière fois dans un making-of du shooting photo là. Ouais. Tu vois, le shooting photo quand on est dans la baignoire avec, avec les diamants sur lui, etc. Voilà. Bijoux sur lui là. J'ai vu le shooting photo de ça. Et en fait, ouais, comme tu dis, c'est un mec. Il avait pris conscience de ce côté, ok, je suis un petit peu beau gosse. Exactement, le sex symbole. C'est que ça fait vendre. J'ai mon petit corps, j'ai mes tatouages et tout. Ce qui était rare, hein, tu vois, les gros mecs tatoués et tout. Tatouage, c'est des trucs de tolard. En plus, même, tu regardes des tatoueurs, ils disent, ouais, c'est des tatouages dégueulasses, ces trucs faits au stylo, enfin bref. Mais c'est des tatouages emblématiques. Ouais, aussi. Qui a des significations. Que ce soit même le True Life, etc. Le pistolet. Thug Life. Le Uzi là, c'est avec le 50. Mais de toute façon, Tupac, il plaisait aux femmes. Ouais, exactement. Donc, faut savoir, il plaisait beaucoup à la gente féminine. Donc, il se servait ça au maximum et ça marchait. Et franchement, le truc, c'est que tout en noir, et lui qui sort un peu des ténèbres, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il revient de loin en réalité. Le mec, il a frôlé la mort, il s'est fait tirer dessus, il est parti en prison, truc viol, machin. Normalement, il était enterré, truc. Et le mec, il ressurgit des ténèbres à la lumière, West Coast, avec une nouvelle chaîne, avec le truc. Tu vois, c'est un peu un délire de super-héros, un petit peu, je reviens et... Mais je sais pas si vous avez remarqué dans la pochette, à la base, Suge Knight, il fait partie des Bloods. Ouais, des Bloods. Voilà. Et le All Eyes on Me, il est en rouge. Ouais. Tu vois, ils l'ont pas habillé en rouge, Tupac. Mais ils ont fait exprès de mettre le All Eyes on Me en rouge pour dire que Tupac, il fait partie des Pyros. Voilà. D'ailleurs. Et Tupac, il faisait pas partie d'un gang à la base. Il n'a jamais fait partie d'un gang. C'est après, dès qu'il s'est affilié à Diffro Records, qu'il est plus ou moins rentré dans tout ce qui est plus ou moins gang. Mais le nom de Suge Knight. Voilà, il est plus ou moins rentré dans tout ce qui est gang. De toute façon, on sait très bien comment ça a terminé cette histoire-là. Et voilà, c'est pour ça que le All Eyes on Me, en tout petit, il est en rouge. C'est pas pour rien. Mais comme ils disent, il s'est mêlé de choses qui ne le regardaient pas. Voilà. Parce qu'il y a un strict protocole et tout, il y avait des choses à pas faire. Lui, il les a fait et ça lui a coûté la vie. Parce que c'est quelqu'un de loyal. C'est-à-dire que lui, quand il est avec toi, il est avec toi. Tupac, on sait très bien que c'est une personne du peuple. C'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Il a tiré sur des policiers qui tabassaient un petit jeune noir et il a été innocenté par ça. Quand il voyait des petits jeunes, il était toujours les premiers à signer des autographes, faire des photos. Il donnait toujours de la force. Donc là, il est avec des mecs où il y a quelqu'un qui a volé la chaîne de Diffro Records. Bah, se remarque, c'est lui le premier qui met le premier coup. Exactement. C'est lui qui l'attaque en premier. Mais c'est ce qui a causé sa perte parce que l'autre, effectivement, en face, c'est un G. Bon, on n'est pas là pour dire son nom, ça, bref. Mais ça, il n'a pas pu l'accepter. En fait, le truc qu'il avait dit, Kifi dit, vous pourrez voir ses interviews et tout, il dit non. Orlando, il n'a pas accepté que... Un rappeur se fasse tabasser par un rappeur. Il a dit non. C'est la honte. Parce que nous, on est des vrais gangsters. Si c'est un gangster, quel truc, je pourrais l'attraper dans la rue. Ça, c'est gangster à gangster. Exactement ça. Mais un rappeur qui me tape, non. C'est impossible. Bien sûr.
Surtout que, C'est après, honteux. eux, c'était des tueurs à gages, hein. Ils étaient connus pour ça. Ouais. Eux, c'était des shooters. C'est-à-dire que quand il a fait ça, même Suge Knight qui a mis des coups, tout ça, après, ils ont dû dire, ah, on aurait peut-être pas dû faire ça. Bon, bref. Ça, c'est les bons. Et pour revenir à Suge Knight, de toute façon, dans les albums d'Efro, la taille de la police de son nom, c'est trop. On peut pas mettre le nom du producteur aussi gros sur. Ça se voit encore mieux sur le Mais non. vinyle. Ça se voit encore mieux sur le vinyle. Ah ouais. Grave. Mais là, c'est trop. C'est pas possible aussi gros quand Ouais. même. Suge Knight, Regarde exécutif regarde le nom des producteur Suge titres. Knight. Regarde le nom des titres. Pardon, c'est là. Ouais. Regarde les titres. Et regarde le nom de Suge Suge Knight. Knight. C'est pas possible. Le mec, il voulait Aussi vraiment gros que le nom affirmer que d'artiste. c'était lui. Bah ouais. Mais le problème de Suge Knight, c'est qu'il a trop voulu se mettre en avant. Faut savoir que, déjà, pour faire ce label-là, c'est Harry O Harry O, Harry O. qui a financé. qui est sorti en prison Et là. le premier sorti de conseil prison, qu'il a, ça le m'a été premier gratuit conseil partout. qu'il a donné à Suge Knight, ne te mets pas en avant. Laisse tes artistes te mettre en avant. Mhm. Quand il y avait la cérémonie des The Source, quand Suge Knight il avait pris le micro, la première chose qu'il a dit, si vous voulez pas qu'il y ait un artiste qui monopolise vos clips, qui soit mis en avant, le prenez chez Dieu le Fort producteur. encore. Mais au final, c'est toujours lui qui se met en avant. Dans les photos, que ce soit même au niveau du nom, sur les albums. Il a fait exactement le contraire de ce qu'on lui a demandé. Après, tu vois, ça c'est que sur l'album de Tupac qu'il a fait. Parce que sur The Chronic, Chronique, tu le vois pas. Doggy Style. De quoi? Le Sur nom? Doggy Style. Non, le nom, tu le vois. Mais tu le vois pas ni dans les clips, dans les trucs et tout. C'est vrai, tu, qu'au c'est un début, mec il de l'ombre. était discret. Doggy Style, non c'est plus, là tu où le vois c'est pas. écrit le plus gros. Ouais, c'est écrit. C'est C'est écrit. écrit, mais tu le vois pas ni dans Mais les c'est clips. vrai, dans le c'est truc, vrai qu'il etc., apparaît pas dans les clips. Mais le délire, c'est que c'est Richie Rich qui le dit dans une interview. Il dit Tupac et Suge Knight, c'est la nitro et la glycérine qui se sont se bien sont trouvés. rencontrés. Ils se sont bien trouvés et les deux ensemble, c'était que pour faire de la destruction. C'est clair. C'est vrai. C'est une vérité. C'est-à-dire que Bon, Marat, il vraiment. s'aimaient vraiment. Ils s'aimaient vraiment et tout. Mais franchement, ils avaient une mauvaise influence l'un sur l'autre. Ils attiraient, ils réveillaient le plus mauvais l'un chez l'autre. Autant c'était des bosseurs, il n'y a rien à dire. C'était des bosseurs, des professionnels et tout. Parce que celui-là, il fait pas que la grosse brute et tout. C'est un mec qui savait faire des deals, il savait faire des choses intelligentes aussi d'un point de vue business. Et Tupac, c'était un bête d'artiste. Mais ensemble, les caractères, les égos, les trucs ont fait que voilà, ils se sont attirés beaucoup de problèmes et on tabassait pas mal de monde. Ouais, c'est pour ça qu'il faisait des affaires, mais il tapait beaucoup les gens aussi. Mais après, en je trouve que c'était un escroc. Tu vois, quand bien sûr. Dre, il en a eu marre, il est parti. Parce que justement, c'est Chris the Glove, friend of the show, shout out Yes. to you. Il a dit dans une interview que Tupac, en fait, il a écouté Olazoni quand il est parti dans sa maison à Calabasas, Calabasas à Los Angeles, qui a été rendu connu par d'autres gens après qui ont habité. Mais il avait été là-bas et il avait entendu Dre travailler sur California Love. Et Tupac, il avait déjà commencé, il est rentré dans le studio, il a commencé à poser dessus. Après, le truc, il est passé mettre la deuxième couche Suge pour lui dire non. Non, il faut lui donner, voilà. Après, bon, il y avait plein de Il y avait des problèmes et négociations tout. très dures. Dre, il part, il laisse sur la table 78 millions. 78 millions de s'en dollars. Il s'en va, il part de Desso parce que Chronique, le Chronique 1, et toutes les prods que Dre il a fait, tout ça, Dre il touche rien dessus. Tout ça, ça appartient à Il a laissé Desso, tout, parce que tout est au nom de Suge Knight. Mais le délire, c'est que quand Dre il est parti, Toss It Up, le morceau Toss It Up, en fait, c'était à la base c'était un autre morceau qui avait été fait pour Tupac. Et Dr. Dre, il a pris ce beat, il a donné à Black Street, No Diggity. Voilà. Il a posé dessus tout ça. Avec Lady Pen. Avec Queen Pen. Avec Queen Pen. Queen Pen. Et la femme a été et virée. Suge, il a pris le truc, Tupac, il a pris le son, lui aussi il a posé sa version sur le son, et Dre, comme il a bloqué le son, il a refait le même son avec le même sample. Et c'est le morceau Toss It Up. Ah ouais, d'accord. Et dedans, il dit ouais, Dre Day is over, arrivederci, je sais plus quoi, il dit un truc genre, il n'y a plus de Dre Day, tout ça. Mais de toute façon, Dre, déjà, de base, quand il a su que Pac il avait signé avec G4 encore, il voulait pas. Déjà, dès que Pac il a signé, il voulait partir. Le mec, il est en prison pour viol. Voilà. Pas Déjà, tout le monde qui veut. il était pas pour la signature. Maintenant, Dr. Dre, il préparait déjà son prochain album. Et apparemment, ça devait s'appeler Chronic 2. Et il y en a qui disent que c'était le Aftermath. Le premier single, ça devait être California Love.
comme tu l'as dit, Suge, il est passé en studio, il a écouté le morceau, il a mis la pression pour que le morceau, il appartienne, qu'il soit le single de l'album de Pac. Et c'est comme ça qu'après, ils ont commencé à faire le clip plus ou moins. Et après, quand Dr. Dre il a commencé à dire qu'il voulait quitter le label, c'est là que les débuts des hostilités ont commencé, les clashs, les insultes dans les interviews. Et c'est là que Dre, il a eu la somptueuse idée de se dire, le seul moyen que je peux quitter le label, c'est de tout laisser. Exactement. Parce que si je pars avec quelque chose, il y aura des dommages. il ne voudra pas me lâcher. Ouais, vous voulez me canner. Donc il a tout laissé, que ce soit son catalogue, les masters, que ce soit un peu chronique, etc. Il a tout laissé et il est parti. Et c'est comme ça qu'on l'a laissé. C'est incroyable. $1 million. C'est incroyable. Hein. Il a tout laissé, il a recommencé à zéro. Aujourd'hui, il dort tranquille. Ouais, Mais c'est la meilleure décision de sa vie. Eh C'est la meilleure décision de sa vie. Parce qu'il était visionnaire, il a vu. Il faut savoir que il y a juste une histoire. Il y avait une c'est-à-dire qu'il était au studio. Et dans le studio, il y avait un téléphone. Et celui-là, il disait, ce téléphone-là, personne n'y touche. Un jour, il vient au studio, il voit un mec avec le en train d'appeler avec le téléphone. Il lui dit, qu'est-ce que j'avais dit par rapport au téléphone? Et le mec, genre, il lui manque de respect, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il raconte, laisse-moi tranquille. Suge, il a vu ça, il est reparti, il est venu le braquer avec une arme, il l'a ramené dans son bureau. Dans son bureau, il y a des piranhas. Tu vois, il a des piranhas dans son bureau. Donc, il a pris sa tête qu'il a foutu dans l'eau, qui a failli se faire bouffer par les piranhas. Et le mec, il a flippé, il l'a laissé partir. Et ce mec-là, il a porté plainte contre Suge. Et c'est de là que Suge, il a eu son sursis. Et c'est après, quand il y a eu l'histoire avec Las Vegas, où ils ont tabassé Orlando Anderson. Et c'est là que, par rapport à cette histoire-là, comme il avait ce sursis-là, il est parti en prison. Tu vois, c'est-à-dire que il humiliait les gens et il donnait des consignes qu'il fallait respecter au studio. Et les personnes qui ne respectaient pas, ils se faisaient mettre ils se faisaient tabasser. Même par rapport au fait que... Une autre anecdote par rapport à Corrupt. Quand Corrupt... Snoop, il a ramené Corrupt lors d'une soirée de Dre. Suge, il a dit, ah, c'est toi, Corrupt? Bah, tu sais quoi, c'est l'anniversaire de mon pote. Tu prends le micro, je veux que tu rappes. Et il savait dans sa tête que s'il merdait, il allait se faire tabasser. Il y avait voilà du monde. La douane. Mais la douane. Leur douane à eux, c'est voilà, ça. c'est ça. Mais comme c'est un kicker, il a pris le micro. Il a fait une impro en souhaitant un bon anniversaire à la personne, etc. Et tout le monde a kiffé. Mais il savait qu'à ce moment-là, s'il avait merdé, il a vu la piscine, il a dit, déjà, ils vont me jeter dans la piscine. Je sais pas comment ça va se terminer, cette histoire. C'est chaud, hein. Voilà, donc il y avait il y avait une grosse pression. Hein. Très grosse pression, c'est du faux. Même le Moprem, le demi-frère à Tupac, il s'est fait tabasser, foutu dans un balcon. Il a mis des gens à poil. Des grosses humiliations. Donc il fallait faire très attention avec les choses là. Franchement, c'est ce côté-là que j'aime pas parce que bon. Après, c'est des gangsters avec de l'alcool, avec de la weed et tout. Ils ont fait des bêtises, effectivement. Mais après, c'est par rapport à cet album-là. Là, on a parlé des anecdotes, des machins et tout. On pourrait en faire deux heures là-dessus. Il y en a trop. Et le truc, c'est l'impact de cet album. Parce que quand il sort, il faut savoir que c'est un raz-de-marée. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Bon, la même année, il y a un autre album qui sort et qui... 566 000 ventes, hein. Première semaine. Numéro 1 du Billboard. California, numéro 1 du Billboard. Le son avec Jodeci, How Do You Want It, numéro 1 au Billboard. Donc, non, c'est des gros chiffres, hein. Mais c'est pas l'album qui a le plus vendu en 96. Aussi. Fugees The Score. Le fameux Fugees, le fameux The Score. Cet album-là, c'est... On a fait un live dessus, je vous invite à... Mais vous imaginez 96, il y a All Eyes On Me, gros score. L'album de Nas, gros score. L'album de Fugees, gros score. L'album de Redman, gros score. Mais c'est incroyable. L'album de Snoop aussi. Voilà. Gros score. Voilà. Doc Fazer, voilà. Il Nana, Lil Kim. C'est incroyable. Mais c'est à l'époque. De toute façon, c'est à l'époque qu'on vendait des disques. 96. C'est l'album où on vendait des disques. Donc l'année 96. Mobb Deep, Hell on Earth. Je vous invite à aller voir. Il va s'afficher en haut là. Notre podcast qu'on a fait 1996, la meilleure année du hip-hop. Point d'interrogation. Mais je pense que ça, on va faire un épisode 2. Parce que les gens. Ah oui, non, c'est sûr. Non, c'est vraiment une année incroyable. Classique sur classique. Mais tu vois, voilà. Si tu dois prendre 5 albums classiques, il y a forcément celui-là. Pour la zone, il est forcément dans le classique de tout le monde. Il a influencé tellement d'artistes, tellement de rappeurs, US, français, même bulgares, moldaves ou ce que tu veux. Ils ont tous été influencés. Je crois que Paolo Maldini, c'est son album préféré. Ou Zlatan. Mais preuve en est, août 2014, l'album devient certifié disque de diamant. 10 millions. 10 millions de ventes. Et dans le rap,
On a très Des peu. albums qui ont atteint un disque de diamant, il n'y en a que 10. 10 millions aux États-Unis. Parce Voilà. que dans le monde entier, il a fait. Je crois qu'il y a Mais les il albums Hein. qui ont fait diamant aux États-Unis, Il y en a pas. Il y en a pas 10. mille. y a pas Lauryn plus. Hill, Ouais. il y a Nelly, il y a Lauryn Hill. Lauryn Hill, c'est Nelly, récent. voilà récent. Il y a Nelly, Eminem, il en a fait 2. Il y a Eminem. Beastie Boys. Beastie Boy aussi, Il y a Outkast. Outcast aussi, avec le double Tupac, dog. celui-ci et Tupac. celui d'après. Ah ouais, celui-là aussi, il a fait 10 millions aussi. 10 Eh disques ben. de diamant. 50. 50 aussi. Non, 50, il a pas Non, fait. mais- fait. Si, C'est là, dans le monde, non, c'est dans le mais monde. là, Il y a il pas vient de la diamant. foire, et là, j'ai vu, il a fait des 10 millions, il est rentré dans le cercle. Là. Non, mais il a pas fait diamant encore. Il a pas fait diamant au Avec States. Etrich. Il a pas fait diamant. Bah, j'avais vu un article, là, ils se sont trompés. En Alors, tout cas, ils l'ont pas mis dans la liste. Ouais. Mais il y a aussi Biggie, Life of the Def. Je sais pas. Ouais, voilà. Je sais pas Ah s'il oui. compte global, enfin Ouais. mondial. Parce qu'il y en a qui sont dernièrement côté comme Lauryn Hill, elle a été dernièrement, Ouais. donc elle est pas dans la liste. Moi j'avais vu Nelly aussi dernièrement, il l'a atteint. Donc de toute façon ça se modifie au fur et à mesure des années, de toute façon. Bien sûr. Mais c'est vrai que 10 millions, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Des gros chiffres, et Tupac qui a réussi 2 fois. Ouais. C'est Incroyable. magistreux. Incroyable. Incroyable. Bon, on pourrait rester 2 heures à parler de cet album, etc. En tout cas, c'est l'un des plus gros classiques de l'histoire du hip-hop, incontesté. Ça, que tu aimes, que tu aimes pas, tu es obligé de reconnaître qu'en 96, cet album-là, il a secoué Le la hip-hop, planète hein. hip-hop, même si c'est pas celui qui a le plus vendu, il a quand même énormément vendu. De toute façon, il est rentré de diamant. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais voilà. Vous voulez conclure, les gars? Qu'est-ce que vous voulez conclure pour cet album? On va dire de plus. Ouais, on peut en parler, parce que on peut rentrer aussi à l'intérieur des morceaux, comme je Exact. dis, When We Ride avec Outlaws dedans, les morceaux où il a fait venir tous les rappeurs de La baie, ouais. voilà, de la La baie, baie. ouais. Ça aussi, c'est important de le préciser. Les 2 versions de California Love, qui n'y a pas la deuxième version sur l'album. Après, il y a aussi un morceau avec DJ Quick qui est. Comment il s'appelle déjà le titre? J'ai oublié, c'est. Dis-moi, Flexta, le titre. Qui n'est pas crédité dedans. Voilà, parce qu'il faut savoir que DJ Quick a mixé plus de la moitié de l'album. Black. Il n'a pas été payé aussi. Ouais. Le son avec DJ Quick de. Ouais, DJ Quick, il a mixé. Et il y a un son. Adolfman. Ouais, c'est celui-là. Adolfman. C'est celui-là. Pour moi, c'est aussi un des meilleurs. Et même dedans, on lui dit merci d'avoir mixé l'album. Est-ce que tu peux me faire un bête de morceau, un bête de beat et tout? Il dit ok. Il le fait. Et il y a aussi un son qui est, on va dire, entre guillemets, une dédicace à Method Man. No More Pain. Parce que si vous remarquez dans la première ligne, il dit I came to break the pain. Ouais. Voilà, c'est par rapport à Method Man à Break the Pain. Il y a plein de petites histoires comme ça dans l'album qui sont. Il y a trop d'anecdotes sur ce Trop album. d'anecdotes. Même par rapport à Two of America's Most Wanted. Tupac et Snoop, ils ont eu des gros procès. Ils ont failli aller en prison. Lord Bon, de Kane. Tupac, il est y allé quand même, mais ils sont sortis. Et le clip, ça parle de Ça parle de leurs tout ça, problèmes judiciaires, ça remet en scène et qu'ils sont innocentés. Et donc, même ça, c'est très fort comme message. Bien sûr. Qui sont en train de. qui monte dedans. Ouais, c'est clair. Et, non, il y a même le son avec qui a fait Sevens qui a poussé aussi dedans. Voilà, dans Why. Voilà. Faith Evans. Wonder Why. Voilà, dans l'original. Wonder Why Why, They they call you a bitch. Exactement, ça c'est. Faith Evans, c'est la c'était femme de Biggie. Et Didi l'a bloqué tout de suite. Et voilà, Suzanne, tu Meuf, lui as il a dit, bloqué tout de voilà, suite. Suzanne, tu l'as dit, de toute façon, le morceau il sortira pas comme ça. Ils vont pas le laisser sortir. Et après, Michli, qui était l'ex de Dr. Dre, qui a posé exactement comme Faith Evans, qui a fait aussi une très belle prestation sur le morceau, parce que le morceau il est très fort là-dedans. Il y a aussi des messages, une musique avec un gros message aussi par rapport aux personnes qui sont mortes, les peines de prison. Là, je vois pas trop le titre là d'ici. C'est pas Touch Patient, non. Je vois, c'est quoi. Ouais. C'est pas Et- Love. Non, Love Goes On. Il l'a dit, c'est le morceau le plus sérieux qu'il a écrit de l'album. Love Goes On. Parce que voilà, non pas Love Goes On, c'est un autre. Il a dit c'est le morceau le plus sérieux de l'album, que quand il a écrit, il n'y avait personne au studio, c'était calme. Et vraiment là, il s'est concentré à vraiment essayer d'affûter son écriture. Et là, j'ai pas le titre en tête, ça va peut-être me revenir après. Mais cet album-là, il est vraiment de grosses anecdotes, parce que c'est un album qui a vraiment marqué les générations. Et genre d'aujourd'hui, on en parle encore. Parce que voilà, c'est pour la culture, c'est très important. Ouais. Et que les gens ils doivent plus se pencher sur cet album-là et les anecdotes qui vont avec. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ah, moi, pour moi, c'est bon. Il a très bien résumé la chose. Il a très bien résumé Ah la oui. chose. Moi, je veux juste rajouter que cet album-là, c'est peut-être l'album le plus abouti musicalement de Tupac.
Même si c'est bizarre parce que Yin et le yang. autant c'est l'album le plus abouti parce que il a réuni plein de gens, il a exploré plein d'univers parce qu'il y a plein de producteurs différents, etc., etc. Mais c'est son album le moins personnel. Pour moi, son album le plus personnel, C'est dans celui-là, c'est lequel vrai. il parle vraiment, c'est son cœur qui parle, c'est Me Against the World. Me Against the World, c'est vraiment l'album dans lequel c'est Tupac Shakur, le fils de Afeni, qui parle. Alors que pour moi, j'ai l'impression que dans All of Me, il savait qu'il allait en guerre parce qu'il était énervé, il sortait en prison. Et il a réuni toute la West Coast, toute la Bay Area et tout, et des gros voyous. Il a créé une équipe. On sait comment les featuring c'est fait pour nouer des liens, etc., etc. Et il a placé tous ses pions pour avoir une équipe de ouf et pour dominer le marché autant sur la musique, mais autant sur le côté street qui lui a tenu à cœur malheureusement, tu vois. Et Flextag, ce que j'ai envie de te dire, c'est que faut le comprendre parce que bien Me sûr. Against the World, quand il est sorti, il a été fait avant la fusillade, Bien avant sûr, la bien prison. sûr, bien sûr. Donc c'était Ça un l'a autre changé. contexte. Mais là, il a eu la fusillade. Il s'est fait aussi avoir par rapport au viol. Il a clamé son innocence depuis le début. Il s'est retrouvé en prison. C'est Jonathan qui le fait sortir. Entre-temps, il pense que l'équipe de Bad Boy ont affaire avec la fusillade. Donc dans sa tête, il a failli le tuer. c'est vrai que on sera à sa place. On n'aurait pas envie de rapper Ah, mais bien sûr. sur ce qu'il a pu rapper dans Me Ah, Against mais the bien World. sûr, bien Là, sûr. c'est la rage. Il est énervé. Il a Ah envie oui, d'aller oui, en oui. guerre. Ah Tout ce oui. qu'il veut dans sa tête, c'est détruire Bad Boy. Et Ah. tous ceux qui sont dans les alentours qui veulent Dommage être au collatéral. travers de sa route. Et on l'a vu dans Hit 'Em Up. Le nombre d'artistes qui sont cités, le nombre d'artistes qui sont insultés, c'est qu'il en avait gros sur le cœur. Et même si, on va pas dire qu'il savait qu'il allait se faire tuer, mais ce qu'il a eu, qu'il a échappé à la mort, ça lui a fait comprendre la vie elle ne tient qu'à un fil. Exactement. Donc si j'ai envie de dire quelque chose, bah, mieux vaut que je le fasse. Et c'est pour ça qu'il a fait tout dans la rapidité. Mais en vrai, c'est un visionnaire. Il a peut-être un pressentiment qui se dire qu'il ne vivrait pas longtemps. Donc autant qu'il fasse le plus de morceaux possible pour que son héritage puisse perdurer. Ça, legacy, hein. Et Dieu merci, sa mère elle a pu en profiter de vivre de sa musique. Parce que Tupac, il faut savoir que c'est un artiste qui était fauché. Hein. Tupac n'a jamais été un artiste riche. Hein. Tout son argent, ça allait dans les frais d'avocat. Il s'est fait tirer dessus. Parce que pour l'histoire, il devait rapper avec un artiste qui appartenait à Jimmy Ashman. Et c'était pour moins de... C'était $5,000, vous imaginez? Ouais. C'est-à-dire que $5,000, tu peux avoir un featuring avec Tupac. Alors que Tupac, c'était un des plus gros artistes des États-Unis. Oui. Mais il avait tellement besoin de liquide qu'il était prêt à chanter avec n'importe qui pour avoir de la liquidité sur lui. Parce que, Olazoni, son 4e album. En plus, Et il a fait des films avant. ouais, mais Et oui. Donc normalement, il doit Bah, pas les frais d'avocat. non, les frais d'avocat. Si Et on n'est pas il des gros disait, cachets. l'argent qui générait par rapport au film, il donnait tout à sa famille. Donc il touchait pas du tout l'argent des films, il donnait à sa famille. Et l'argent qui générait de la musique, ça allait dans les frais d'avocat. Donc tu vois que après tu fais pas forcément des millions et des millions. Surtout qu'il est signé avec Interscope, on sait très bien comment sont les contrats dans les majors. Donc c'était très compliqué pour lui. Hein. Et que même quand il est mort, ils ont vu son testament, il n'y avait rien du tout sur Une petite maison à Malibu et $150,000. Quoi. C'est- Pour un c'est- album. pour un artiste comme Tupac. Des millions et des millions et des millions et des millions. C'est Après- dérisoire. Et après, bon, là, avec le recul, on juge, on donne l'impression qu'on juge, mais on juge absolument pas. Non, mais c'est Le des mec, faits réels. Il est mort à 24 ans. En plus, il était très jeune. Ouais, c'était jeune. Petit, c'était il un petit connaissait peu. pas. 25 ans. 25 ans, 25 ans. c'est Biggie. Biggie, 24 ans. Ouais. Et même, c'est des jeunes, mais tu mets à 25 ans, la vie, elle a à peine Tu commencé. connais rien. Même le business et des machins et tout. Non, tu connais rien. La prison, les trucs et tout, les frais d'avocat et tout. Non, c'est en tout cas, voilà, grosse perte. Hein. C'est ce type d'album qui te fait penser, tu te dis, mais s'il était encore vivant, qu'est-ce qu'il serait C'est vrai passé, que c'est la question, etc. qu'est-ce qu'il aurait apporté, quelle aurait été la tournure du rap actuel, si ça aurait pris cette tournure-là ou une autre, qu'est-ce que Tupac il aurait pu amener de plus. Mais comme on dit, c'est des génies. Hein. Et il y a certains génies qui perdurent et d'autres, les trajectoires sont beaucoup plus courtes. Mais il nous a laissé un gros héritage, hein, parce qu'il y a d'autres des albums qui sont sortis par la suite, et des gros couplets aussi. Et on a bien kiffé aussi. Ouais, C'est pour ça que même on a cru même qu'il était encore vivant. Tellement l'aura de Tupac est puissant. Il y a des gens qui pensent encore qu'il est vivant, Tupac. Ouais, vraiment. On a vu Tupac à tel état. Il est là. À Cuba. Bon, ça fait des théories. En 2003, il y a des gens qui l'attendaient. Enfin bref. Merci infiniment
au frérot Richie Wayne d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Merci, en tout Richie Wayne. cas. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Exactement. Mais bon, le réseau social, ce qu'il faut suivre, c'est Paroles Véritables. C'est vraiment eux C'est gentil. qui mettent en avant les artistes, qui racontent des anecdotes sur les albums, sur tout ce qui a pu appartenir à la culture, que ce soit le streetwear, que ce soit le rap français, que ce soit le rap US, que ce soit les films. Donc, allez les suivre. Vous ne serez vraiment pas déçus. Suivez-les aussi sur YouTube avec leur podcast. Vous allez en apprendre vraiment beaucoup. Comme ils ont dit, il y a l'année 1996. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir les sorties, les albums, allez-y, jetez un coup d'œil. Et suivez encore une fois Paroles Véritables pour des passionnés par des passionnés. Merci frérot. Merci. Bah, quelle conclusion. Quelle conclusion. Moi j'ai plus rien à dire moi. Moi j'ai plus rien à dire. Moi je peux plus parler là. Bon, abonnez-vous, activez la petite cloche, Yep. mettez un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Yes. N'hésitez pas à nous donner votre tiercé aussi des meilleurs sons de All Eyes on Me. Dites-nous si on a oublié des anecdotes, des petites choses comme ça. N'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. TikTok et sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Ocha aussi et sur YouTube où on va envoyer de plus en plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et monter de l'escalator tout simplement. Tout simplement. Yes. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Si tu écoutes ça au boulot, au taf ou je sais pas quoi, en tout cas, tu diffuses un maximum, tu partages à tout le monde. Yes. Pour des passionnés, merci beaucoup. Peace. Peace. Paroles Véritables. Non mais tu veux pas arrêter.